Le temps covidien, c'est le temps que nous oblige à vivre la crise du Covid-19. Un temps qui remet en cause la plupart des certitudes que nous avions avant que cette crise n'arrive. Donc le temps covidien, c'est un temps où presque tout est fragile, presque tout est incertain et les vérités de la veille deviennent de vérités très fragiles le lendemain. Et cela me rappelle d'ailleurs un excellent dossier de la revue Esprit paru il n'y a pas longtemps, intitulé Vérité fragile. Donc, ce que nous offre à voir le temps covidien, c'est un mélange de tout. C'est un temps des grands mélanges. C'est un temps des grandes confusions, des grandes diffusions, même des infusions. C'est un temps du sens déchu, sens dessous. Un temps où une chose et son contraire ont presque la même valeur. Le monde a été toujours fragile. La différence entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, c'est le degré de fragilité, ou c'est les formes sous lesquelles les fragilités nous apparaissent. Donc vous avez juste un temps, le temps covidien, qui accélère les fragilités, ou qui nous les fait vivre de façon un peu précipitée. Il me semble qu'il faut rechercher très loin dans l'histoire un moment où 98% des vols d'avions de par le monde ont été rendus impossibles, où personne ne peut plus rien faire. Ce temps, peut-être faudrait-il faire une archéologie de ce point de vue-là pour voir une archéologie des transports aériens pour découvrir depuis quand est-ce qu'on a encore vécu une si longue période sans mouvement dans les airs. Depuis quand est-ce que aussi, on va dire, aussi banalement, les grands peuvent avoir plus peur que les petits, que parfois les miséreux aient des capacités, on va dire même de résistance, plus affirmées que les plus riches. Si vous observez très bien, ce que le temps covidien offre de paradoxal, c'est que ceux qui, a priori, sont les plus forts, les plus riches, sont ceux qui sont les plus exposés aux fragilités que nous vivons à l'heure actuelle. D'une certaine façon, oui. Un temps de la revanche des faibles qui coïncide aussi avec peut-être la fin de la revanche des cancres. Quand vous faites une sorte de kaléidoscope de ce que nous vivons, vous avez, juste avant ce temps covidien, le temps pré-covidien était un temps où les ignares, où les ignorants qui ont pris le pouvoir ont presque pillon sur rue. La figure de Trump est à elle seule typique de ce que je veux dire, de ces ignorants ou de ces ignares qui ont pris la revanche sur tout le monde, sur les savants ou les experts. Et ce moment, on est en train de le vivre. Quand il arrive, ce que vous appelez le temps de la revanche des faibles. Et donc peut-être que là, il y a une coïncidence que l'on ne peut pas encore totalement établir, mais qui s'offre à voir, qu'il y a une transition qui se fait. Vous regardez la gouvernance du monde, la gouvernance mondiale, un Barack Obama, une personnalité dont la politique étrangère donne à voir le raffiné, l'élégant et tout ce qui va avec, s'en va. Et puis quelqu'un comme Trump qui assume presque, disons, toute la part de la racaille du monde au pouvoir, s'installe. Et pendant qu'il cherche son second mandat, cette situation arrive et donne l'impression que les faibles sont en train de prendre leur revanche. Mais peut-être aussi qu'on n'a pas essayé en fait encore de cerner toutes les conséquences du monde que nous vivons. Peut-être les faibles parfois sont-ils mieux à l'écoute de la nature que les plus forts. Peut-être nous ne le savons pas encore. Mais une chose est certaine, c'est que tous les faibles ne sont pas des ignares. Et parmi les forts, il peut y avoir beaucoup d'ignares. L'épistocratie peut être utile, elle peut être même, on va dire, salvatrice pour l'État, si elle n'est pas une épistocratie
philosophique uniquement. L'épistocratie, ce serait le gouvernement ou la démocratie des savants. D'accord. Mais vous savez que les savants ne sont pas forcément des sages. Les Grecs ont eu l'habileté de différencier entre la philosophie, qui est l'amour du savoir, et la phronésis, qui est la sagesse pratique, la capacité à utiliser de façon, on va dire, très utile, très pragmatique, le savoir que l'on a. Donc, on peut être un grand savant sans disposer totalement des ressources morales, des ressources, je veux dire, humaines qui permettent d'utiliser à bon escient le savoir. Et on l'a bien vu, la plupart des régimes qui ont perdu l'humanité ont eu autour d'eux des savants. Donc, mon propos n'est pas de dire qu'il suffit d'être savant pour savoir bien gouverner. Il faut avoir le savoir, mais il faut savoir utiliser le savoir. Et ça fait partie des suggestions que je fais dans l'article, que au nombre des défis qui s'imposent à l'Afrique, c'est d'une certaine façon le défi du savoir, mais ce n'est pas tout. C'est le défi du savoir-faire. C'est le défi du savoir-faire faire. C'est le défi du savoir-dire. Pour que l'épistocratie marche dans l'époque qui est la nôtre, il faut ceux qui sont lettrés, qui sont peut-être, entre guillemets, des intellectuels, et puis il faut des sages. Les sages, c'est ceux qui ont la connaissance, qui n'est pas forcément livresque, qui n'est pas forcément académique, mais qui peuvent, par l'expérience acquise, qui n'est pas développée dans un laboratoire, mais l'expérience, pour reprendre ici les mots de Michel Calon, de Barthes et de Lascaux, la recherche plein air, par opposition à la recherche confinée. Il y a de l'expérience à tirer de la recherche plein air, la recherche, l'expérience des vies, l'expérience au quotidien de gens qui ont pratiqué, qui connaissent le pouvoir, qui connaissent les sociétés et qui, sans avoir écrit un ouvrage, sans avoir à citer de nombreux théoriciens, de nombreux auteurs, peuvent être à même de transformer leur société, d'agir sur leur société, sur leur milieu et de le rendre meilleur ou de créer en tout cas une version totalement améliorée de ce que leur société est. C'est ce que j'appellerais ici le devoir de sorcellerie auquel les Africains doivent s'atteler. S'il y a quelque chose à refaire dans ce temps covidien ou post-covidien pour les Africains, c'est d'une certaine manière de trouver les moyens de devenir ou de redevenir sorcier. Et de ce point de vue, redevenir sorcier veut aussi dire qu'il faut reprendre en charge, faire un inventaire des savoirs médicaux qui existent en Afrique, ouvrir, si vous voulez, les bibliothèques et les archives médicales sur le continent et faire en sorte que ces savoirs-là, ces gisements africains du savoir médical soient remis sur la table, mieux travaillés. Il existe un nombre immense de travaux déjà à faire sur ce chemin. Vous n'avez qu'à aller sur le site, par exemple, du CAMES pour vous en rendre compte. Et nous sommes ici au jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi qui porte le nom d'un des plus grands savants en botanique en Afrique, le professeur Edouard Dianon, qui était le premier recteur de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Donc, et qui ont fait des travaux admirables, énormes. Donc on peut rouvrir ces archives médicales et peut-être trouver les moyens de faire en sorte que les savoirs médicaux ancestraux africains entrent dans les curricula de formation, par exemple, en sciences de la santé, en faculté de médecine, que, si vous voulez que je dise quelque chose de particulièrement simple, que Hippocrate discute avec les prêtres de l'IFA, que Hippocrate puisse discuter avec les Bokonons, que Hippocrate puisse discuter aujourd'hui, mais non pas simplement en termes de complémentarité qu'on chercherait chez des tradithérapeutes qu'on amènerait dans les hôpitaux, mais déjà dans les lieux de production du savoir. Le CIAF, qui se veut comme un centre de recherche qui pense l'avenir de l'Afrique, est obligé non pas d'être un acteur qui songe, mais qui lance des fils de sonde. Si nous songeons uniquement, nous ne nous en sortirons pas. Nous devons lancer des fils de sonde qui nous permettent d'aller vers les continents de choses que nous n'avons pas assez explorées. Et
d'avoir aussi notre propre vision du monde, notre propre interprétation du monde. Et c'est pour cela que nous faisons au CIAF l'effort de ne pas avoir à boire ce que les autres ont produit ou dit ou disent du temps que nous vivons. Nous sommes contemporains des autres qui écrivent ou qui font ou qui disent des choses à propos du temps covidien. Et en cela, nous devons produire du savoir à partir des lieux d'où nous sentons le monde, d'où nous vivons le monde post-covidien. Et la part du CIAF, ce sera effectivement d'engager d'une part des travaux très, on va dire, très théoriques ou très académiques, mais d'autre part aussi d'aller sur le terrain et de faire entendre, avec d'autres moyens qui ne sont pas absolument scientifiques, mais des moyens tout de même épistémiques, de faire entendre les voix du quotidien. Le temps du temps covidien, ce sera le temps de l'infini. Ce sera le temps de l'infini simplement parce que le siècle, le 21e siècle, ne vient que de commencer avec la crise du Covid-19. Le temps covidien est le temps du vide. Il est le temps de l'inconnu. Il est le temps de l'insaisissable. Peut-être va-t-il durer le temps qu'un nouvel événement mondial survienne et le range. La magie du temps covidien, comme la magie des temps mondiaux dans l'histoire, c'est que personne ne peut en cerner tous les atouts.